Bonjour, chers entrepreneurs de Manfred-Magog, citoyens de Manfred-Magog. Bienvenue à cette capsule quotidienne que la Chambre essaie de vous offrir avec des thèmes très différents. Je me prénomme Marie-Josée Cornier, je suis la directrice de la Chambre de commerce. Cette semaine, nous allons parler du droit et de la loi. Pourquoi? Parce qu'avec cette COVID-19 qui nous amène maintenant lentement, doucement vers du déconfinement, à travers les entreprises de la construction manufacturière et les commerces en détail. Alors, à la Chambre, nous recevons beaucoup de courriels avec des entrepreneurs, des employeurs qui sont très inquiets pour appliquer le droit et la loi. Alors, nous aurons le bonheur cette semaine, dans la capsule 1, 2 et 3, d'avoir avec nous l'avocat François-Michael Verrette de Judico. Bonjour, François-Michael. Bonjour Marie-Josée. Hey, merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté notre invitation, en fait. C'est un grand plaisir. Là. Je pense que les gens ont besoin là, de démystifier beaucoup de choses. On reçoit beaucoup de questions dernièrement. Puis écoute, ça me fait vraiment plaisir. Là, puis on va faire du mieux qu'on peut. Oui, c'est ça. Mais surtout rassurer les gens, en fait, de savoir un peu qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, puis peut-être ou avant de penser qu'ils ont le droit de le faire, d'aller vers les bonnes sources d'informations. C'est là-dessus que tu vas nous guider cette semaine. Définitivement. Ce que je voudrais beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on parle de la santé et sécurité des travailleurs, mais en télétravail, ce domaine qui est très nouveau, qui est arrivé en même temps que la COVID-19, je dirais ça comme ça. Alors, selon toi, ou j'aimerais ça que tu nous expliques, c'est quoi les obligations des employeurs en lien justement avec la santé et sécurité des travailleurs, mais dans la prévention des troubles musculo-squelettiques en télétravail, Michael François? OK, parfait. Bien, écoute, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les employeurs ont les mêmes obligations, OK, que le travailleur soit dans l'établissement, donc à l'usine, au bureau, ou dans leur domicile. OK? Il n'y a pas de distinction dans la loi, du moins, il n'y en a pas encore. Peut-être qu'éventuellement, là, justement, comme tu dis, c'est vraiment un phénomène présentement. Il y en a de plus en plus, puis ça va probablement, tu sais, on parle de changement, c'est peut-être quelque chose qui va s'installer à long terme, parce que, bon, évidemment, on ne parlera pas de ça, je pense que tu as d'autres capsules que tu en parles, mais il y a des avantages là, liés à ça. Alors, c'est les mêmes obligations. Évidemment, il faut moduler ces obligations-là, mais en gros, là, les obligations, c'est quoi l'obligation que l'employeur a? C'est d'assurer la santé et la sécurité de ses travailleurs, de lui fournir un milieu de travail, un environnement de travail qui est sécuritaire. Alors, de manière plus précise, ce qu'on cherche à avoir ici, c'est un équipement sécuritaire et un aménagement sécuritaire. Au niveau de l'équipement, là, tu me parles de troubles musculo-squelettiques. Alors, à ce moment-là, on pense tout de suite à la façon de s'asseoir, donc à la chaise. Alors, on veut avoir une chaise qui soit en bon état de fonctionnement, qui soit pas nécessairement avoir besoin d'une chaise neuve, mais d'avoir au moins une chaise là, qui soit adéquate. On ne veut pas que le travailleur travaille sur un tabouret ou qu'il soit penché toute la journée parce qu'il pourrait développer justement des troubles là, vraiment importants à long terme, puis même des fois à court terme. Euh, Également, on parle de l'éclairage, par exemple. C'est des choses, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on doit penser, mais qui font appel aussi au gros bon sens. Là, puis, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si l'employeur a une obligation de protéger la santé et la sécurité de ses travailleurs, le travailleur a également une obligation de s'assurer autant envers lui-même qu'envers ses collègues. Mais là, c'est sûr qu'en télétravail, les collègues mais il y aura des obligations, notamment en matière de harcèlement psychologique, parce que le harcèlement psychologique, ça fait partie de la santé et sécurité. Donc, ça sera peut-être un élément qu'on pourra voir dans une autre capsule, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le travailleur a également des obligations. Donc, le travailleur doit aussi s'assurer que son environnement de travail est adéquat et est sécuritaire. Ensuite de ça, vraiment, puis au niveau des troubles musculo-squelettiques, évidemment, ce qu'on se dit, c'est OK, là, moi, je vous dis tout ça, je vous donne cette information-là, mais comment on peut faire pour mettre ça en place? Tu sais, le travailleur est chez lui, tout ça. Alors, je vais vous expliquer. C'est ce que je m'en allais te poser comme question, François-Michael, dans le sens que, tu sais, si ça, c'est des obligations, puis c'est la responsabilité de l'employeur, en fait, tu sais, comment, lui, l'employeur aussi, de son côté, quand même, tu sais, parce que c'est sûr que l'employé connaît ses besoins, mais lui, l'employeur, comment il fait pour, premièrement, évaluer tout ce risque-là? Comment il fait pour s'assurer que l'installation du bureau à la maison est adéquate? Parce que là, on parle
de télétravail, mais en même temps, ce qui nous guette en ce moment, c'est le confinement, la distanciation. Ouais, exactement. Puis c'est super pertinent comme question. Puis c'est vraiment un défi. Ça peut apparaître comme étant un défi, mais je vais vous proposer peut-être une solution qui est assez facile à adopter, en fait. C'est que, en fait, si on veut parler des meilleures pratiques, OK? Les meilleures pratiques, là, puis on fait toujours référence aux troubles musculo-squelettiques et dans l'ensemble, mais même il y a d'autres troubles qu'on peut évaluer, des maladies professionnelles qui pourraient se développer avec le télétravail. Alors, évidemment, la meilleure pratique, c'est très simple, c'est que l'employeur se rende sur les lieux, se rende au domicile du travailleur, à être constaté par lui-même, et même, il pourrait envoyer un ergonome. Ça peut être intéressant parce que l'ergonome, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner des conseils aux travailleurs, aux télétravailleurs. Il va regarder avec lui son environnement de travail, il va lui dire, bon, OK, il faudrait que tu ajustes ton écran, il faudrait que ta chaise, peut-être améliorer ta posture un petit peu. Tous des petits détails comme ça. Et ce qu'il va faire, l'ergonome va fournir un rapport à l'employeur. Et l'employeur pourra garder ce rapport-là puis faire des suivis parce que c'est important. L'employeur devra toujours garder un contrôle sur ces éléments-là, devra toujours surveiller si son travailleur fait, ça c'est une des obligations de la loi, donc devra toujours contrôler, surveiller si son travailleur fait ce qu'il a à faire ou adopte les mesures que lui a imposées ou lui a recommandées pour protéger sa santé et sécurité et s'il respecte les normes générales qui sont dans l'entreprise ou autre. Alors, mais on comprend qu'actuellement, dans le contexte, comme tu dis, de la COVID-19, c'est pas évident, puis c'est même c'est interdit actuellement d'aller chez les gens comme ça. Alors, il y a d'autres façons avec les technologies maintenant. Je vous en propose trois, en fait. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais on peut demander aux travailleurs de prendre une photo, une vidéo, ou même, puis la meilleure façon, moi je pense actuellement, ça serait de faire une visioconférence. Parce que le problème avec la photo et la vidéo, on s'entend, c'est que le travailleur peut prendre une photo, puis on n'a peut-être pas l'état réel des lieux de manière ponctuelle. Hein? Fait que ça peut être un petit peu des fois, ça peut poser des problèmes. Par contre, une visioconférence qu'on peut faire et aussi de la faire de manière régulière. Donc, ça peut être à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. On fait une visioconférence avec l'employé, on discute de toutes sortes de choses, de rendement, on discute de toutes sortes d'autres choses euh, de la planification du travail notamment, mais en même temps, ça nous permet de visualiser l'environnement de travail. Puis il n'y a rien qui nous empêche pour un employeur ou un représentant de l'employeur qui est formé ou qui a les connaissances en santé et sécurité, pas obligé d'engager un ergonome. Mais peut-être l'ergonome, ça, c'est si on veut l'implanter à long terme, c'est vraiment une recommandation que je fais pour éviter justement parce que d'avoir des maladies qui se développent, des maladies professionnelles, parce que des fois, les gens chez eux, je m'excuse de l'expression, mais ils peuvent s'évacher ou ils peuvent avoir peut-être des postures qui sont moins adéquates. Alors, ça serait vraiment une bonne pratique d'engager éventuellement, puis je ne fais pas de publicité pour les ergonomes, mais c'est recommandé par la CNESST, là, de faire évaluer le poste de travail pour s'assurer justement qu'il ne développera pas des maladies ou des problèmes, notamment musculo-squelettiques à long terme. Alors, mais pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une visioconférence, on demande à l'employé de regarder avec lui son lieu de travail, on lui donne peut-être des petits correctifs ou puis d'être accompagné avec une personne peut-être qui connaît ça ou de se former soi-même là-dessus, ça peut être intéressant. Euh, Ça représente un défi, par contre, au niveau, parce que dans le fond, quand on rentre dans le domicile du travailleur, il y a des nouveaux enjeux qui rentrent en ligne de compte. On parle ici de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile. Les enjeux importants parce que c'est des droits fondamentaux qui sont protégés par notre charte ici au Québec. Alors, mais comment pallier à ces enjeux-là? C'est très facile, en fait. C'est juste d'avoir le consentement du travailleur. Si le Ah, travailleur, oui, effectivement, si le travailleur refuse de fournir son consentement, bien, on y refuse le télétravail. Puis ça peut aller loin parce que, je vous donne un exemple, un scénario, on demande le consentement du travailleur pour pouvoir, puis il faudrait le détailler, dire, OK, à chaque semaine, là, tu vas m'envoyer, on va faire une visioconférence, puis tu vas me montrer ton lieu de travail, tout ça. Puis on ne fait pas une visioconférence uniquement pour ça. On peut l'intégrer dans une visioconférence qui va couvrir d'autres sujets. Euh, alors, à ce moment-là, on lui demande de faire ça. Puis, en même temps, on lui... Tu peux-tu stopper, là?
Alors, c'est ça. Donc, puis la façon de prévoir ce consentement-là, dans le fond, c'est simplement là, un petit papier qu'on fait signer, un protocole d'entente ou peu importe le nom qu'on lui donne, là, où ce qu'on va dire au travailleur, donc, on va lui demander son consentement pour pouvoir visiter virtuellement le lieu de travail. Puis, ça serait bien aussi de prévoir qu'on le fait aux 2 semaines ou aux semaines. Euh, et là, le scénario suivant, si le travailleur refuse, OK, par exemple, à ce moment-là, c'est recommandé de refuser au travailleur le droit de faire du télétravail parce que, comme je vous disais dès le départ, c'est la même obligation qu'on a de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, s'il y a un problème, c'est l'employeur qui va être responsable. Si l'employeur ne fait pas, puis même, ça peut être grave. Là, on a vu maintenant, là, il y a la loi C-21, il y a les articles 237, il y a des amendes assez importantes. Donc, les conséquences peuvent être très, très graves là, s'il y a des accidents qui se produisent, même dans le domicile du télétravailleur. Donc, à ce moment-là, s'ils refusent, on refuse. Puis, si l'entreprise, par exemple, ben ça, c'est une question, je te vois venir, Marc-Josée. Si, Non, mais exemple, je m'en allais juste rajouter la chose que je trouve de très intéressante par rapport à la santé et sécurité des travailleurs, François-Michael, c'est d'apprendre en même temps que tous, je pense. En tout cas, peut-être qu'il y en a qui le savaient déjà, mais moi, je ne savais pas. Même le consentement au niveau virtuel. ah oui, oui, non, non, c'est sûr que, parce que C'est dans le vraiment fond, intéressant. Ouais. ouais, ben, tu rentres dans l'intimité, puis c'est toujours, tu rentres dans l'intimité, tu es chez lui, tu demandes si des images, c'est sa vie privée, c'est l'inviolabilité du domicile. Donc, c'est toujours, c'est sûr que c'est pas une intrusion qui est la même que si tu te rends sur place, puis tout ça. Puis, alors, mais on demande, c'est ça, le consentement, puis on demande également c'est souvent, c'est bien de prévoir un avis aussi avant de le faire, parce qu'on veut pas prendre par surprise un travailleur, même en télétravail, même virtuellement, dans sa demeure, dans sa vie privée. Hein, donc, on lui donne un avis, on lui donne un délai, on lui dit, regarde, on va le faire à ce moment-là. Puis s'il refuse, puis s'il y a juste du télétravail qui peut être donné dans l'entreprise, ben à ce moment-là, l'employé peut être licencié à ce moment-là pour des raisons économiques, notamment parce que là, on est impossible de lui donner du travail. Il refuse de suivre les consignes ou de se soumettre aux exigences de l'employeur pour protéger sa santé et sécurité, alors on peut lui refuser de faire du télétravail à ce moment-là parce qu'il refuse que nous, comme employeurs, on respecte nos obligations, on les remplisse. À ce moment-là, ça peut même aller jusqu'au licenciement, c'est sûr. Fait qu'en fait, ce que je comprends aujourd'hui, pour la santé et sécurité des travailleurs en télétravail, en fait, François Michael, ce que tu es en train de nous dire clairement, c'est qu'il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune Au différence, niveau mais des obligations de l'employeur, je veux dire, et de l'employé, je veux dire, c'est vice-versa. Ça sera la même façon de faire, mais excepté que ça se passe en vidéoconférence ou c'est ça exactement. Par contre, peut-être rajouter une petite chose, c'est que c'est sûr qu'il faut moduler puis il faut s'adapter. Exemple, là, dans la loi, on prévoit des normes au niveau des protections incendies, tout ça. Qu'à un moment donné, c'est sûr que l'employeur, oui, doit s'assurer tout ça, mais et quand on est en télétravail, il faut s'adapter. Puis on est à l'heure actuellement, puis des adaptations, hein, c'est nouveau, tout ça. Il n'y a pas de loi spécifique, il n'y a pas de disposition spécifique sur le télétravail au Québec. Peut-être qu'éventuellement, ça sera une chose qui va venir, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, il faut s'adapter. Il faut faire preuve de gros bon sens. C'est sûr que il y a des meilleures pratiques, il y a des pratiques minimales, mais oui, effectivement, c'est les mêmes obligations actuellement qui sont applicables au télétravail ou à l'établissement de l'employeur. Alors, ben, merci beaucoup, François Michael, pour cette première capsule qui était en lien avec la santé et sécurité des travailleurs en télétravail. Alors, j'espère que ça l'a vraiment mis vraiment une lumière sur ces obligations-là avec lesquelles les employeurs doivent répondre, ainsi que les employés. Alors voilà, chers entrepreneurs, c'était notre capsule numéro 1 en droit et en loi avec l'avocat François-Michael Verrette au Judico. Alors, à la prochaine. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, François-Michael. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Bye-bye. Au revoir. Bye-bye.